Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour notre habituel tour d'actualité au PSG. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, si ce n'est un nouveau nom qui a fuité dans les médias en la personne d'Ilkay Gundogan, en fin de contrat le 30 juin prochain. Il prépare une finale de Ligue des Champions avec Manchester City qui aimerait le prolonger, tout comme le Barça lui propose un contrat depuis quelques mois déjà. Avec nous, l'intérêt est moins prononcé et on va donc revenir sur tout ça dans cette vidéo. Commençons par les dossiers finalisés mais pas officiels. Ugarte, Record Portugal a annoncé hier qu'il sera officialisé courant mois de juillet pour faire passer l'opération sur le prochain exercice comptable. Le joueur est déjà parti en vacances en Uruguay après avoir signé tous les documents et fait les photos, tout ça, à la Factory en début de semaine. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano à l'instant. Donc, on voit que pour les gros transferts, le club va attendre le 1er juillet. C'est quelque chose que j'ai noté dans mes brouillons depuis quelques vidéos, j'arrivais pas à le placer, donc c'est mon moment. Évidemment, aujourd'hui, d'un côté, on peut se plaindre des signatures d'Asensio, de Marcus Thuram potentiellement, de Skriniar aussi, même si j'aime plutôt bien cette signature, j'ai envie d'être positif avec lui, sachant qu'il y a un élan de négativité qui pousse un petit peu depuis quelques semaines. Bon bref, dans tous les cas, on peut se plaindre de ces signatures comme je l'ai fait dans mes dernières vidéos. Mais il y a aussi une autre réalité. Les joueurs sur lesquels tu as besoin de payer une indemnité, sachant que le mercato ouvre le 10 juin, tu ne vas pas faire une offre dès maintenant. Évidemment que les demandes sont démentielles. On a l'exemple avec la Gazzetta dello Sport. Alors, ce n'est pas les plus fiables en Italie, mais Osimhen. Osimhen, ces derniers mois, c'était 150 millions, pas moins. Là, la Gazzetta, hier, ils nous ont dit « Bon, en fait, on a baissé de 30 millions, 120, ça devrait suffire. » Sachant que le Bayern était dessus, c'est quand même désisté au bout d'une semaine, qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Peut-être que le joueur aimerait se caser quelque part aussi, malgré les réticences et la dureté en négociation de son président. Il sait très bien qu'au Real Madrid, il y a peut-être aussi une ouverture qui s'est faite, même si ça, c'est plus farfelu. Mais voilà. Dans tous les cas, ce genre de transfert, ça se fait mi-juillet, si tu veux vraiment le joueur pour ta préparation pour tes premiers matchs. Sinon, si tu veux mettre la pression, être un peu plus agressif, t'attends la mi-août, fin août. Alors après, il y a des risques d'avoir d'autres clubs qui raflent la mise, et surtout que le club en face refuse de faire partir son joueur parce qu'il est trop important pour lui et qu'il n'a plus le temps pour le remplacer à ce moment-là. Évidemment, ça fait écho à nous, avec Mbappé en 2021, le Real Madrid qui pour le coup avait été plus agressif que jamais en faisant une offre la dernière semaine. C'est à se demander si cette offre n'était pas faite juste pour la forme, sachant que dans le fond, il savait très bien qu'elle allait être refusée par Nasser. Bon bref, Bernardo pareil, même si lui il y a la finale de Ligue des Champions, je pense que là dans 15 jours avec Bernardo on va avoir du très très concret. Et on espère que le Barça ne va pas se positionner sur le dossier comme l'été dernier après leur échec sur Messi. Bon, passons au gros. Ilkay Gundogan, c'est un papier de l'équipe. Alors, le journal L'équipe, vous savez qu'il y a différents journalistes dans une rédaction, donc le plus important c'est pas le journal, c'est le journaliste qui a écrit l'article. Là en l'occurrence c'est pas Loïc Tanzi, le plus fiable, même si aujourd'hui il s'est un petit peu auto-humilié sur le dossier Nagelsmann. Mais c'est José Barroso qui nous a sorti l'intérêt pour Gundogan, pas le plus fiable. Je crois qu'il y a Damien Degore qui a coécrit l'article, mais en gros, ce sont ces deux-là. Bon, Gundogan est donc ciblé par le PSG depuis longtemps, il fait partie de la liste de Luis Campos, mais il ne nous accorde pas sa priorité, qui est Barcelone. Et s'il n'y va pas, il prolongerait à City par défaut. Voilà, c'est ce qui est dit donc dans cet article. Alors il y a beaucoup de gens qui s'extasient devant cette rumeur, à raison, parce qu'évidemment aujourd'hui Gundogan marche sur l'eau, il fait une des saisons de sa vie, grand leader, grand buteur aussi à Manchester City ces derniers temps, et bien sûr qu'il fracasse tous nos milieux à l'heure actuelle. Maintenant, j'aimerais nuancer. Moi c'est pour vous donner mon avis de manière brute, Gundogan, je signe un contrat de 2 ans grand maximum. Voilà, 1 plus 1, 2 ans plus une en option, où nous on a la main sur l'option, pas que lui, mais le reste, les 3 ans, 4 ans, 5 ans, niet. Parce que le garçon va avoir 33 ans cette année, en octobre.
Évidemment, on a la jurisprudence Wijnaldum, qui avait un grosso modo le même scénario que Gundogan cette année, même s'il y a une différence. Wijnaldum, quand il arrive en 2021, il fait une saison moyenne à Liverpool. Liverpool, il le laisse partir parce qu'ils sentent bien qu'il est sur la fin. Là, on a clairement manqué de flair. Hein. Même si sur la chaîne YouTube, je rappelle quand même, c'est une des vidéos sur lesquelles je me suis le plus fait attraper ma veste. Quand j'ai dit, quand Wijnaldum a signé, qu'il était là pour la rotation et que envisager un poste de titulaire pour lui au PSG, c'était un peu trop ambitieux, je me suis fait tabasser. Reprenez les commentaires sur la vidéo à cette époque-là. Au final, je me suis trompé. Parce qu'en réalité, c'est même pas pour la rotation qu'il est venu, c'est pour le loft. Bref. Donc, aujourd'hui, on parle d'un joueur qui vient de Première Ligue, qui vient d'une équipe un peu comme le Liverpool de Klopp avec Wijnaldum, à savoir Guardiola, qui au quotidien te fait bosser physiquement comme un malade, te demande 10 000 consignes sur le terrain, te fait courir comme un lapin. Évidemment, à des saisons où surtout tu vas loin dans globalement toutes les compétitions, où tu es en course pour le titre jusqu'au bout puisque tu l'as gagné quasiment... Attends, c'est quoi le truc? C'est 3 en 4 années ou 4 en 5 années? Je sais plus. Mais dans tous les cas, cette stat est absolument incroyable, cette stat de Première Ligue de Pep Guardiola. En Ligue des Champions, pareil. Ils finissent en demi-finale, ils font une finale contre Chelsea. Donc ça va loin. À chaque fois, les saisons, elles se terminent en mai alors qu'elles commencent au mois d'août. Alors que nous, nos joueurs, t'inquiète pas, hein, à partir de la mi-mars, ils sont au frigo, les mecs. Donc voilà. C'est ça qui me fait un petit peu peur, surtout qu'il a aussi un passif, Gundogan. Avant Pep Guardiola, il était à Dortmund. Il y a quelque chose qui est assez éloquent. Il y a 10 ans, la finale de Ligue des Champions, c'était Bayern-Dortmund. Rappelez-vous la victoire 2-1 du Bayern avec un but du côté de Dortmund. De qui? Ilkay Gundogan sur penalty. Voilà, qui est titulaire il y a 10 ans en finale de Ligue des Champions dans une équipe de Jürgen Klopp qui, comme Guardiola, n'est pas réputée pour minimiser le physique des joueurs et les laisser tranquilles dans cette dimension-là. Donc autant vous dire que les 600 matchs qu'il a à son compteur en club, faut plus les compter pour 800, sachant qu'il a eu les entraîneurs qui t'en demandent le plus. Aussi au niveau des blessures. Alors, il a eu les croisés en 2016-2017. On voit qu'au final, il s'en est remis. Si ça peut nous donner un petit peu d'espoir quant à Lucas Hernandez, une des pistes du PSG, ou Asensio, qui se les a fait d'ailleurs en 2019, les croisés. À Dortmund, il manque plus d'un an en 2013-2014. Sur Transfermarkt, depuis la saison 2012-2013, il a loupé 138 matchs. Voilà. Donc, ça fait une moyenne un peu moins de 14 matchs donc par saison, puisqu'on parle de 10 saisons. Verratti, à titre de comparaison, c'est 102 matchs. Alors sur Transfermarkt, Verratti, il est calculé qu'à partir de la saison 2014. Voilà. Donc globalement, disons qu'en fait, les deux, si on veut parler en termes bruts, loupent autant de matchs. Alors il y a une différence parce que Verratti, à chaque fois, c'est des blessures qui sont l'histoire de 15 jours, 3 semaines, qui sont en pleine saison à des moments cruciaux qui font qu'il loupe des gros matchs. Donc c'est un petit peu plus embêtant, ça se voit un peu plus. Alors que Gundogan, c'est des blessures, les croisés, où c'est vraiment un an d'affilée, quoi. Le mec te loupe 40 matchs, et voilà, on n'en parle plus. C'est pour ça que ça gonfle un petit peu la moyenne. Donc c'est deux physionomies qui sont différentes, mais si on veut parler en matière brute, voilà, les deux loupent autant de matchs, Verratti et Gundogan. Et ça, je suis pas sûr que les supporters parisiens qui veulent absolument Gundogan soient au courant. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il va se péter en arrivant au PSG, mais qu'il y a un risque énorme qu'on ait la décompression post-Première Ligue. Tu arrives dans un championnat où globalement tu joues dans un rythme de sénateur, dans un club qui est le Club Med, on va pas se mentir bien évidemment. Donc la réaction du corps, bon, il ne faut pas avoir fait les 8 années de médecine pour comprendre que c'est décompression et blessure. Comme Wijnaldum, tout simplement. Voilà. En plus, il y a City et le Barça. City, visiblement, aimerait le prolonger, de ce qu'on entend ces derniers temps, même s'ils sont aussi actifs quand même sur le marché des transferts. Là, ça parle de Barella ces tout derniers jours. Ils étaient sur Benacer juste avant qu'il se pète pour très longtemps et qu'il soit carrément opéré, je crois. Bellingham, évidemment, ils l'ont loupé puisque lui, il va signer au Real pour 103 millions plus 20 de bonus, je crois. Donc bon. Le problème quant à City et le Barça, c'est que derrière, il faut lui proposer un salaire complètement dément pour le convaincre de venir en Ligue 1 au PSG. Pareil, ça,
C'est un peu une interrogation que j'ai. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mes interrogations sur Gundogan, même si bien sûr, voilà, c'est un milieu extraordinaire. Je ne vais pas vous faire le récit bateau qu'on voit partout. C'est quelqu'un qui est en vogue en ce moment, voilà, hein, tout le monde en parle. Regardez les matchs de Manchester City. Moi, ce qui me plaît le plus, évidemment, c'est un box-to-box qui est exceptionnel, mais surtout son appréhension du dernier tiers, la zone de vérité, la surface adverse, c'est sa maison en fait. Le mec sait comment se déplacer, sait quel geste effectuer, et ça, on n'a aucun milieu qui en est capable. Donc évidemment que c'est une qualité extraordinaire. À l'instant T, je l'apprends au PSG, mais encore une fois, pour un contrat de 2 ans maximum, mais vraiment du maximum, parce que bah voilà, 32 ans, 33 en octobre, comme je l'ai dit. Il faut aussi être un petit peu mesuré. Zidane, oh là 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 là. Alors les gars, le PSG nous divertit. Moi personnellement, ça me fait rire. À chaque fois que je vois des anecdotes machin chouette, ça me fait marrer. Mais là, s'il y a bien un dossier qui m'énerve, c'est ça. Octobre 2021, on est sur lui. Janvier 2022, on est sur lui. Juin 2022, on pousse jusqu'à la fin du mois. Et là, ça revient encore. Le PSG lui aurait proposé le poste il y a quelques semaines. Zidane aurait refusé, selon Le Parisien. C'est Benjamin Quarez, qu'on voit souvent sur le plateau de l'équipe, et Adrien Chantegrelet qui ont écrit cet article. Donc, c'est pas Dominique Sévérac, qui est un autre journaliste pour Le Parisien, beaucoup moins fiable. Bon, pas grand-chose à dire de ça. À un moment donné, il faudrait arrêter. Mais je pense qu'en fait, il faut se rendre compte que les Qataris, c'est des mecs qui ont tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et là, voir Zidane les refuser, je pense que ça doit leur faire drôle. C'est pour ça, en fait, ils sont pas dans... Enfin, c'est pas du tout les mêmes gènes, c'est pas les mêmes rites. Nous, bon, bah voilà, tu t'as pas assez d'oseille pour t'acheter le dernier iPhone. Bon, bah tant pis, voilà, t'attends un an que le prix baisse, t'en as rien à foutre. Eux, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, voilà, le mec les refuse, bah, ils vont lui proposer encore plus parce qu'ils comprennent pas. Dans la vie, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas d'obstacle, de cailloux sur leur route en réalité. Les mecs, ils claquent des doigts, ils ont tout, ils ont tout. Et vraiment, c'est un truc de fou. En ce moment, je suis en train de le découvrir. Bref. Selon l'équipe, Thierry Henry ne viendra pas. Le club n'est plus aussi persuadé de l'idée. Alors moi j'ai ma petite idée complotiste, c'est l'instant complot. J'ai l'impression que le club se sert un petit peu des journalistes pour faire fuiter toutes les idées qu'ils ont, afin de prendre la température auprès de l'opinion publique, voir ce que les supporters en pensent. Ça peut paraître farfelu. Je pense que le club, enfin les journalistes sont perdus. Je pense que le club l'est tout autant. Voilà, la réalité c'est ça aussi. Hein. Je ne tomberai pas facilement sur les journalistes parce que c'est vrai que suivre le PSG c'est compliqué parce que je pense qu'au sein même du club on n'arrive pas à se suivre. Mais voilà, j'ai l'impression que Thierry Henry c'est le genre de truc tu fais fuiter, tu vois comment ça réagit sur les réseaux sociaux et puis bah après voilà en fonction tu juges. Comme toutes les rumeurs qui sortent depuis quelques mois. La plus grosse, c'est José Mourinho avec les supporters qui sont tombés dedans, mais les 2 pieds dedans. Les mecs se voyaient avec lui sur le banc. Alors qu'évidemment, on sait très bien qu'au PSG, Doha se réveille début juin. Voilà. Et pas à la mi-avril. Sinon, ça se saurait. Sinon, on aurait viré Galtier dans l'entre-deux matchs entre le Bayern. D'ailleurs, je pense que cette année, on n'a jamais été aussi proche de virer un entraîneur entre 2 matchs de Ligue des Champions. Sachant qu'on pistait Thomas Tuchel et que je pense que c'était une piste de Doha qui le voulait absolument. Voilà. Et que du coup, ça a précipité sa signature au Bayern qui s'est dit oula, il y a d'autres clubs dessus. Selon Loïc Tanzi, les négociations avec Nagelsmann ne sont pas aussi intenses qu'il le pensait. Le Parisien nous dit qu'il y a eu des rendez-vous mardi. Luis Enrique et Xabi Alonso sont aussi pistés. Di Marzio, ça c'est la dernière info la plus fraîche qui est sortie le plus récemment. Il y a eu des avancées positives pour un accord total. Alors évidemment, je pense qu'on a un petit peu oublié le fait que Nagelsmann, son aventure au Bayern, qui était sa première dans un grand club, est assez mitigée. Dans le sens où... je suis retombé sur cet article, quoi. Il a été se mettre en couple avec la journaliste Bild, qui est un média équivalent tabloïd anglais, équivalent Le Disport en France, en gros un média à buzz. Il est allé se mettre avec la journaliste donc, de ce média qui est chargée de couvrir le Bayern Munich. Bon, je veux bien que l'amour ne se contrôle pas. D'ailleurs, je crois qu'ils sont plus ensemble aujourd'hui, puisque pendant son licenciement au Bayern, on nous disait qu'il s'était aussi séparé avec sa femme. Faut pas être fufute
pour se mettre en couple avec une journaliste qui couvre ton club, quoi. Derrière, évidemment, les joueurs n'avaient plus confiance en lui, ne voulaient pas se confier, de peur que tout se retrouve dans les médias. Bon, évidemment, Müller, Neuer, ce sont les exemples parfaits, même s'il y a d'autres statistiques, notamment son nombre de victoires, de clean sheet aussi en Ligue des Champions, qui est très important, malgré la défaite humiliante contre Villarreal l'année dernière. Il nous colle le 3-0, et la défaite à Manchester City, c'est Tourelle, c'est pas lui. Donc, après cette expérience, bien sûr, il faut pas se louper. Il faut pas qu'il se loupe, il faut qu'il trouve un bon projet. C'est pour ça, je pense qu'il a refusé Tottenham et Chelsea, qui sont quand même des clubs déjà qui ne jouent pas à la Coupe d'Europe et où c'est quand même difficile d'accrocher le podium dès la saison prochaine en Première Ligue. Donc au PSG, objectivement, je ne vois pas pourquoi il viendrait se mettre au PSG. Je suis lui, je prends Napoli, tu vois. Je prends le Napoli. Mais visiblement, il nous veut. Bon, écoute, je suis content parce que moi, de toute façon, sa signature me hype beaucoup plus que la signature de Mourinho, bien évidemment. Dès le mois d'avril, Nagelsmann et Enrique étaient mes deux priorités pour le club, parce que j'aimerais voir un petit peu de football, en fait, en conférence de presse, mais aussi sur le terrain, au mercato et tout ça. Bon, finissons avec Lionel Messi. Ça y est, c'est officiel, il va signer à l'Inter Miami. Ils ont fait une annonce un peu pourrie, j'ai trouvé, pour ce qui est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire, et un transfert un peu retentissant ces dernières saisons, même si on est habitué à ce genre de mouvement maintenant. Son interview, ça y est, il a parlé. Il a parlé, et il y a beaucoup de supporters parisiens qui l'ont attrapé par le callback, et je les comprends parce que il n'y est pas allé de main morte. Il n'a pas attendu quelques mois pour se livrer. Bon, alors, je cite... J'ai perdu des moments de famille avec mes enfants, j'allais les chercher à Barcelone. Bon là, je pense qu'il fait référence au bouchon parisien, à sa signature. Il disait que c'est ce qui l'avait le plus impressionné, comme Nuno Mendes d'ailleurs. Mais enfin, je suis pas sûr que ce soit ça qui explique la différence entre ces 6 premiers mois et ces 6 derniers mois, cette saison au PSG. En fait, c'est ça le problème, c'est que ces 6 premiers mois le décrédibilise complètement. Le mec te dit, j'ai été malheureux, j'avais moins de vie de famille. Mais le problème, c'est que tu as su être professionnel et être bon pendant 6 mois, alors pourquoi sur les 18 autres, tu n'as pas réussi en fait? Voilà. Alors il s'est aussi plaint d'avoir vécu à l'hôtel Royal Monceau, rappelez-vous, sur ses 2 premiers mois, avant de trouver son appartement, il habitait à Neuilly, Messi. Il hésitait avec un château, je crois, à 30 ou 50 millions au Vésiné, mais finalement, il a été à Neuilly. Tu vois, plutôt que de vivre à Neuilly, il aurait dû prendre son machin au Vésiné. Vésiné, qui est à 10 minutes du camp des loges, il fout ses gamins dans une école à Ruelle-Malmaison, un truc comme ça. Là, il n'aurait pas eu de bouchon, le petit Pepsi. Mais bon, dans tous les cas, cette déclaration sur l'hôtel, elle est quand même assez lunaire de la part d'un multimillionnaire, quoi, qui a signé au PSG aussi, de son plein gré, même si, on va le voir plus tard, il n'avait pas non plus toutes les cartes en main sur son avenir en 2021. Alors il nous a dit la première, ça c'est la plus grosse contradiction pour lui. Écoutez, la première année a été très difficile, mais la seconde, les 6 premiers mois, je me suis senti très très à l'aise au sein du club. Et ça franchement, j'ai retourné le truc dans tous les sens, je ne comprends pas. Alors bien sûr, l'explication, on la connaît tous. Il s'est préparé pour la Coupe du Monde en fait, c'est tout. Mais comment tu peux dire que tu étais mal à l'aise, ça a été très difficile la première année, et que les 6 premiers mois de cette saison, où on a dégagé Paredes et Di Maria, qui étaient tes 2 piliers dans le vestiaire, où on a tout donné à Mbappé, où tout tournait autour de lui, même si les résultats suivaient, la réalité c'est qu'en août, on n'oublie pas le penalty gate avec Neymar, qui je pense dans le vestiaire a dû être un sacré événement dont on n'a pas eu toutes les informations. Le pivot game, pareil, qui installe un espèce de malaise. Enfin, c'est ça que je peine à comprendre. Comment ça a été ces 6 mois préférés à Paris, évidemment, on le sait tous qu'il était mal à l'aise ici, qu'il n'avait rien à faire ici et qu'il n'en avait rien à branler. Bien sûr, dès qu'il avait du temps libre, il se cassait. Paris est une ville fantastique quand tu es multimillionnaire. Le mec, il prenait le premier avion pour Barcelone, même pour l'Arabie Saoudite dernièrement, c'est pour te dire. C'est pour te dire le niveau de je m'en foutisme. Bien évidemment qu'il le transpirait, son je m'en foutisme. Tout le monde le voyait. Il n'a même pas fait un effort pour le cacher dans son langage corporel au quotidien, sur le terrain, en match, même au niveau de sa communication, réseaux sociaux et tout ça. Et il faut que 2 jours après,
il nous fasse sa déclaration. Bon, là-dessus, je lui en veux quand même un petit peu parce que c'est une sacrée contradiction. On sait tous qu'il s'est préparé pour la Coupe du Monde. Et que nous, les supporters, nous aussi, on a été malheureux. Nous aussi, c'était 2 années très difficiles. Hein, parce qu'après finale et demi-finale de Ligue des Champions, on t'a mis dans l'équipe et on est ressorti en 8e les 2 fois. Bref. Bon, Riolo a dit hier, dans l'after, qu'il faisait ce qu'il voulait au club. Messi, sur ces 2 ans. Roten l'a un peu confirmé dans son émission ce soir, et j'aimerais revenir sur ce que je disais la saison dernière. Je défendais la première saison de Messi en disant « Dans ce club, c'est le foutoir », et lui n'a pas rajouté d'huile sur le feu, il a été assez humble, il n'a pas fait de déclaration fracassante, il ne demande pas à partir. Visiblement, les pénaux à Mbappé, il n'en a rien à péter, il n'est plus là-dedans du haut de ses 35 ans. J'ai envie de revenir là-dessus, parce que là, il y a quand même quelques épisodes qui sont passés entre-temps. Déjà, le voyage en Arabie Saoudite. Ça, tout le monde le sait. Il a merdé, il a fait sa vidéo d'excuses. Donc, je ne vois pas comment on peut dire qu'il n'a pas été fautif sur cet épisode-là. Ensuite, rappelez-vous, c'était mi-avril, ouais, l'histoire où on disait qu'il avait fui l'entraînement, qu'il avait quitté l'entraînement prématurément, parce qu'il y avait un atelier où Galtier lui demandait de faire des efforts défensifs et ça ne lui plaisait pas. Qu'il s'est cassé du camp des loges comme ça, il a pris sa voiture et il s'est barré en pleine séance d'entraînement. Ça, il n'y en a qu'un seul qui était sur les réseaux à le dire. C'est Jamel56 sur Twitter. Et ce soir, Jérôme Roten, en grand lâche qu'il est, nous dit dans son information, dans son émission Information Jérôme Roten, grosse exclusivité, Messi, la semaine où on nous a dit qu'il avait quitté l'entraînement pour une gêne au mollet ou je ne sais où, comme à chaque fois où il fait un mauvais match, à ce moment-là, non, il n'y avait pas de gêne. Il est parti parce que ça le faisait chier. Quelle lâcheté. Les médias ont laissé Jamel56 seul contre tous sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Il y en a certains qui disaient « Oui, Messi n'était pas très content, Messi a bien quitté l'entraînement pour une gêne. » Tous ces médias étaient à la solde du club qui a protégé Messi, tout simplement. Hein. Et aujourd'hui, ils nous font leurs petites exclus après coup, parce qu'évidemment, les langues se délient quand le joueur est parti, tout simplement. Et je pense aussi que pour comprendre la décision du club de le sanctionner 15 jours par rapport au voyage en Arabie Saoudite, il faut en revenir à ça. Parce que le club l'a protégé à de nombreuses reprises sur cet épisode-là, mais je citerai aussi le Ballon d'Or 2021. Rappelez-vous, c'est fin novembre, 29 novembre je crois, Messi a son Ballon d'Or, il le fête au théâtre de Châtelet à Paris et tout ça, pas de problème, mais le lendemain il n'est pas à l'entraînement avec Leandro Paredes. Le club nous dit officiellement que les deux ont des symptômes de gastro-entérite. Bon, si on traduit, ils étaient bourrés, déchirés et la gueule de bois. C'est tout. Et le club les a protégés. Pochettino aussi à ce moment-là. Donc voilà, 3 épisodes qui font que, je pense, ça a alimenté le ras-le-bol du club qui a décidé de la sanction de 15 jours parce que la réalité, c'est que Messi a dû se présenter ce jour-là avec un taux d'alcoolémie assez élevé, on va dire. Hein. Et je pense plus que Verratti ou Neymar, les fois où ils ont pu se présenter à l'entraînement sous. Alors, bon, ça n'a pas été documenté pour l'instant. Les retards à l'entraînement, on le sait, Neymar, mais enfin, avec 2 grammes dans le sang, ça, personne ne l'a dit, personne ne s'est avancé là-dessus. Donc voilà un petit peu concernant Pepsi, l'état des lieux. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.